Bonjour Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également à tous les téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Le plaisir, il est partagé, d'autant plus que je vous trouve assez rayonnante avec votre tenue. Merci beaucoup, Hector Zogo. Roland Laurent Tonéikès, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci Carole, bonjour Hector Zogo, téléspectateurs, internautes, auditeurs, bonjour. Alors, premier sujet à débattre, c'est le sujet relayé par la plupart des quotidiens ce matin. Parlement, projet de création du Sénat, une procédure de révision de la Constitution enclenchée. Et ce sera le tout premier sujet à aborder sur ce plateau. Ma toute première question va s'adresser à vous, Hector Zogo. Quels sont les objectifs politiques et institutionnels que vise la création du Sénat aujourd'hui? Je me permets de dire que toute nation, dans son processus d'évolution, arrive à des tournants assez décisifs, que ce soit sur le plan politique ou institutionnel. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, quand on parcourt un peu notre histoire politique, de se rendre compte qu'après l'indépendance, on a eu droit à la révolution de 1972 avec le général Mathieu Kérékou. Après, on a fait l'expérience, on s'est rendu compte que ce n'était forcément pas ce qu'il fallait pour notre pays. On a dû, au lendemain des années 88-89, où il y a eu tellement de tensions, où il y a eu tellement de difficultés, surtout d'ordre économique dans notre pays, on a dû se retrouver ensemble pour ce que nous connaissons désormais, qui s'appelle la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Cette conférence qui nous aura permis de faire l'expérience du renouveau démocratique. Et depuis lors, depuis 1990, tous les chefs d'État se retrouvant à la tête de notre pays travaillent de concert avec les partis politiques pour que nous puissions connaître ce qu'on appelle la stabilité constitutionnelle. Donc, à la date d'aujourd'hui, toutes les institutions de la République du Bénin fonctionnent normalement. Sauf que parfois, il y a des sujets aussi sensibles, des sujets assez difficiles sur lesquels parfois on a besoin d'écouter la voix de certaines personnalités que nous appelons bien évidemment des sages. Des personnalités neutres, je vais me permettre de le dire ainsi, des personnalités neutres, je veux citer par exemple Maître Robert Dossou, le professeur Théodore Olo. Donc il y en a quand même, et dès qu'il y a des sujets d'intérêt national, où que ce soit l'opposition ou la mouvance n'arrive plus forcément à pouvoir s'accorder, on se dit l'idéal c'est d'aller vers ces sages-là, de les écouter. S'il est question que chacun d'eux essaye de rencontrer les protagonistes, qu'ils le fassent et que finalement on puisse ramener la paix dans la maison. Donc ça a toujours été, je vais dire, une démarche menée depuis plusieurs années. Et donc le besoin s'est fait sentir aujourd'hui de travailler à pouvoir institutionnaliser cette démarche. C'est ce qui nous a permis, avec donc cette proposition de loi déposée par les honorables députés à l'Assemblée nationale, en l'occurrence les deux qui se retrouvent à la tête de ces groupes parlementaires soutenant la majorité présidentielle, on se retrouve avec un projet, une proposition donc de révision de notre loi fondamentale. Et il y a essentiellement la création de l'institution qu'est le Sénat, qui devient donc une nouvelle donnée. Et avec cette création, on va pouvoir retrouver plusieurs personnalités qui vont siéger. Au rang de ces personnalités, avec la proposition que nous avons pu parcourir, on aura par exemple les anciens chefs d'État. À la date d'aujourd'hui, nous en avons deux. Il s'agit du président Nicéphore Dieudonné Soglo et du docteur Thomas Boniaï. Ce sont les deux anciens chefs d'État que nous avons à la date d'aujourd'hui. Donc si demain, les députés à l'Assemblée nationale, ils arrivent par exemple à voter cette proposition de loi et que le Sénat est effectivement institutionnalisé, ces deux personnalités-là pourront se retrouver de droit
à pouvoir siéger. En dehors de ces personnalités, il y a aussi les présidents d'Assemblée nationale. Vous savez quand même que l'Assemblée nationale, c'est la haute sphère de politique. On a Maître Adrien Hungwedji, on a le professeur Mathurin Kofi Nago, on a le professeur Monsieur Idi Kolaole, qu'on n'entend plus d'ailleurs. Voilà, qu'on entend très peu, qui se retrouve avoir occupé le poste de président de l'Assemblée nationale. Et quand même, quand il y a des questions assez brûlantes dans notre pays, on a quand même la chance de les voir se prononcer, soit directement avec les acteurs concernés, ou soit avec le peuple en général. Et la proposition tient compte aussi du fait qu'en dehors de ces personnalités, il y a aussi les anciens présidents de cours constitutionnels. On peut citer Maître Robert Dossou, avec fierté. On peut citer le professeur Théodore Rollo. On peut citer le professeur Joseph Diogbenou, même si aujourd'hui il se retrouve à la tête d'une formation politique. Et j'aurais même souhaité que cette proposition de loi qui se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale, si ça doit pouvoir passer en l'état, que le professeur Joseph Diogbenou puisse volontiers se retirer de la tête de ce parti politique-là pour servir autrement la République. Et il y a aussi les généraux. Parce que vous savez, la stabilité institutionnelle que nous avons connue depuis février 1990 à la date d'aujourd'hui, c'est parce qu'au moment où on était en conférence nationale, les délégués ont demandé à ce que l'armée retourne dans les casernes. Et l'armée républicaine, elle est restée loyale, non au chef de l'État, mais à la République. Et donc, depuis 1990, où on est en train de faire l'expérience du régime démocratique, l'armée a toujours soutenu le peuple. Aujourd'hui, quand on est en train de vouloir installer le Sénat, la proposition a tenu compte du fait que ceux-là qui peuvent continuer par travailler pour que nous puissions toujours avoir nos militaires dans les casernes, ce sont les généraux. Parce que ce sont les généraux qui se retrouvent à être, je vais dire, les officiers supérieurs, de rang supérieur de l'armée. La plupart se sont déjà retrouvés en tant que chefs d'état-major. Ils ont géré leurs troupes et à partir de la gestion, on a pu quand même toujours avoir les militaires dans les casernes. Donc, à des moments donnés, dès qu'on aura peut-être des difficultés et peut-être ça va grogner un peu au niveau de cette troupe-là qui prend très peu la parole, il faut inéluctablement des gens qui maîtrisent le code de la troupe pour pouvoir aller vers eux. Et donc, c'est sans aucun doute l'esprit qui, aujourd'hui, aurait conduit à faire aussi la proposition selon laquelle il faudra des anciens généraux au sein de cette constitution institutionnelle qu'est le Sénat qui va pouvoir se mettre en place si, entre-temps, les honorables députés à l'Assemblée nationale arrivaient à s'accorder sur ce que, effectivement, nous en avons besoin aujourd'hui pour notre pays. Et puis... les objectifs de manière claire? Les objectifs de manière claire, c'est de pouvoir donner la parole aux anciens, je vais dire, aux personnalités du pays capables de nous aider à gérer des crises. On l'a toujours fait, je vais dire, sans que ça ne soit forcément de manière formelle, de manière informelle. La démarche a toujours été menée. Aujourd'hui, ça veut être institutionnalisé. On peut se poser la question, bien évidemment, est-ce que la période s'y prête? Cette question peut se poser. Mais je trouve quand même que c'est opportun aujourd'hui d'arriver à pouvoir mettre en place cet outil qui va nous permettre, d'une manière ou d'une autre, de voir autrement la manière de gérer les affaires de notre pays. Il y a d'autres éléments sur lesquels je vais peut-être revenir au cours du débat pour partager mon avis personnel. Roland Tonéikes, dites-nous, quels sont selon vous les objectifs institutionnels et politiques d'une telle initiative? Et je reprends ce que vient de dire Hugues Hector Zogo pour vous dire, est-ce que c'est le bon moment, c'est le bon timing?
Alors, parlant d'objectifs institutionnels et politiques, je n'ai pas été au laboratoire de la rédaction de cette modification de notre loi fondamentale. Je pense en tant qu'analyste politique? Oui, attendez, je pense que ceux qui ont introduit cette loi sont mieux placés pour nous dire les objectifs qu'ils poursuivent en voulant que nous puissions aller à la révision de la Constitution en amenant un Sénat. D'abord, il faut partir de ce qu'est un Sénat. Un Sénat, c'est la Chambre haute en réalité. C'est vrai, un journal a parlé de bicamérisme aujourd'hui. Oui, et désormais, il y aura une Chambre haute du Parlement, il y a une chambre basse. Et la Chambre haute est constituée du Sénat et la Chambre basse est constituée des députés. Alors oui, à un moment donné, quand il y a des problèmes, on se réfère à la Chambre haute qui est le Sénat, qu'est le Sénat, pour demander la résolution d'un certain nombre de problèmes politiques. Sauf que, oui, est-ce que c'est opportun aujourd'hui ou pas? Je souris parce que je vois que tout le monde semble défendre cet état de choses et je regrette notre hypocrisie notoire politique au Bénin parce que quand nos intérêts sont en jeu, on ferme les yeux, on ferme la bouche, on ne parle pas. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? On a pu voir, et je suis heureux que Hugues Zogo ait cité Théodore Ollot, Robert Dessous. On a vu leur position par rapport à ce régime en place. On a vu leurs différentes sorties pour dénoncer un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, quand cette loi sera adoptée au Parlement, il se fait qu'ils vont siéger aussi au Sénat. Alors, leur intérêt est en jeu. Donc, est-ce que véritablement aujourd'hui, ils sont en position de défendre ou bien de désavouer cette réforme? J'attends de les voir sortir pour se prononcer. Je prends tous ceux qu'il a cités, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, Théodore Ollot, Maître Robert Dessous, professeur Théodore Ollot, vous m'excusez, Maître Robert Dessous, Madame Elisabeth Poyon, Monsieur Amouda Razaki, Monsieur Joseph Djogbenou, professeur Joseph Djogbenou, tous ceux-là vont siéger. Et quand je vais au niveau du Parlement, il dit que Olaolé, qu'on ne sent plus pour autant, va siéger, Abou Soubrino va siéger, Adéon Gbedi, qui finalement est rentré dans le rang, va siéger. Et donc, toutes ces personnes, Mathieu Nango, qu'on ne sent plus, on ne le voit plus. La dernière fois, je l'ai vu, c'était aux obsèques d'Emmanuel Golou. Donc, tous ceux-là vont venir siéger. Aucun d'eux n'a encore réagi. Et puis après, vous allez vers les anciens chefs d'État. Boniaï qui va siéger, Nissewassou qui va siéger, il n'a pas encore... On constate que c'est toujours l'ancienne classe politique qui Attendez, va toujours donc, régner. Et évidemment, on a pu voir. Donc, écoutez, ces gens-là ont servi le pays. Et le pays les a bien traités. Et maintenant, au soir de leur exercice politique, on leur trouve quelque part où ils vont siéger encore pour être entretenus par l'État. Et aucun d'eux, puisque leur intérêt est en jeu, personne ne viendra vous dire que c'est mauvais. Et d'ailleurs, vous allez voir que certains acteurs politiques aussi ne réagissent pas depuis parce qu'il a dit que 2 personnes seront nommées par le chef de l'État et le Parlement également. Donc, les autres personnalités qui ne savent pas qui va siéger aussi gardent le silence. Donc, malheureusement, c'est ce que vit le peuple béninois. C'est-à-dire que oui, dès lors que les acteurs politiques en arrivent à trouver pour leur compte, chacun se met dans le rang. Aussi long que soit le rang, c'est que déjà, si on peut trouver sa place dans le rang, on se tait, on se calme. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que si l'avènement de ce Sénat peut véritablement régler les problèmes, bonne arrivée. Alors, maintenant, si l'avènement de ce Sénat ne va pas contribuer à régler les problèmes et que ça va contribuer à créer d'autres problèmes, c'est en cela que moi, je ne suis pas d'accord. Donc, on attend de voir, parce que oui, on a le plus souvent dénoncé un certain nombre de lois et les gens nous disent non, attention, il faut attendre l'application de cette loi, il faut attendre qu'on pratique cette loi d'abord, on éprouve, voilà le terme qu'ils utilisent, qu'on éprouve cette loi d'abord avant de pouvoir dire si c'est mauvais ou pas. Donc évidemment, moi de ma position, je ne saurais apprécier aujourd'hui, si tant est que autant de personnalités que j'ai citées, l'intérêt. Écoutez, si vous désavouez cette affaire de Sénat aujourd'hui, soit vous êtes la cible de ces personnalités, et vous êtes aussi la cible de leurs parents directs. Parce que leurs enfants vont trouver leur compte, leurs épouses vont trouver leur compte. Donc, attendons de voir, wait and see, est-ce que, tel que c'est annoncé, tel que c'est défendu, est-ce qu'à l'avènement de ce Sénat, ça va véritablement contribuer à régler nos problèmes? L'histoire nous le dira. Hugues Zogo, le Sénat pourrait-il aujourd'hui renforcer la démocratie ou au contraire alourdir le système institutionnel actuel? Je suis heureux que nous soyons parvenus aujourd'hui à cette proposition de création du Sénat. Et mon vœu le plus cher, c'est que le processus avance assez vite au niveau de la commission des lois de l'Assemblée nationale afin qu'on puisse effectivement l'institutionnaliser. L'institutionnaliser et espérer que
des personnalités comme Thomas Boni-Yayi, des personnalités comme le professeur Théodore Olo puissent siéger. Je le dis de cette manière parce que c'est des voix dissonantes. Et au cœur d'une république, on a besoin des voix dissonantes. On n'a pas besoin que du même son de cloche. Et fort heureusement, les personnalités qui doivent pouvoir siéger aujourd'hui, de par le passé, à travers leur parcours professionnel, nous ont démontré une certaine intégrité. Ces personnalités regorgent une certaine valeur qui peut nous permettre, ces valeurs peuvent nous permettre en tant que citoyens béninois de nous dire que le débat pourra se faire. Quand vous regardez les noms qui sont cités, si effectivement l'Assemblée nationale arrivait à voter cette proposition de loi en l'état, je ne vois pas la personne capable de pouvoir les manipuler. Quand vous prenez Maître Robert Dossou, de vous à moi, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qu'on peut manipuler? Quand vous prenez le professeur Théodore Olo, de vous à moi, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qu'on peut manipuler? Quand vous prenez même le docteur Thomas Boni-Yayi, qui a été président de la République pendant 10 ans, on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas être d'accord avec lui sur un certain nombre de choses, sur des questions politiques. Mais est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut manipuler? Pour preuve, la dernière fois, il a rencontré le président de la République. Et beaucoup se sont dit, mais est-ce qu'il pourra effectivement prendre la parole? Est-ce qu'il n'y a pas eu un deal entre Patrice Talon et lui quand il s'est rendu au palais de la Marina? Mais vous aviez vu sa sortie. Donc c'est des gens qui ont déjà pratiquement tout eu. En termes d'intégrité, ils ont travaillé à leur honorabilité depuis le bas âge, depuis la jeunesse. Ils ont occupé des postes de responsabilité et ils l'ont très bien assumé. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en place un Sénat susceptible de formaliser ce qui se faisait. À la limite, c'est le agradasa, comme on dit. Justement, est-ce que ce Sénat viendra renforcer notre démocratie? Vous n'avez pas eu la réponse à travers ces éléments que je viens de partager avec vous. Vous n'avez pas eu la certitude de ce que, si effectivement on arrivait à mettre en place le Sénat, que ça pourrait renforcer l'arsenal institutionnel de notre pays. Si nous savons qu'à un moment donné, quand il y a problème, il faut recourir à ces personnalités, qu'est-ce que ça nous coûte aujourd'hui de pouvoir les officialiser? De pouvoir officialiser. Ça ne nous coûte absolument rien. Parce qu'en le faisant de cette manière-là, on leur confie encore plus de responsabilités. La responsabilité qu'on leur confie, c'est une responsabilité à caractère patriotique. Ces personnalités ne pourront plus prendre la parole exclusivement pour leurs intérêts personnels. Moi, j'attends de voir, quand vous les regardez, je préfère me limiter rien qu'à ça. Quand vous les regardez, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Est-ce le pouvoir financier? Ils en ont tous. Tous ceux-là qui se retrouvent à pouvoir siéger, même les généraux, qui se sont retrouvés à la tête de l'armée, ils ont tous les moyens financiers. Est-ce que c'est le pouvoir financier aujourd'hui qu'ils recherchent? Ils ne recherchent pas le pouvoir financier. Est-ce que c'est l'honneur qu'ils recherchent? Ils ne rechercheront plus l'honneur. Parce que ce soit au Bénin ou même ailleurs, ils sont toujours appelés pour régler des problèmes. Et donc, pour moi, comme je l'ai dit, dans le tournant de toute nation, il y a des périodes où on est obligé de procéder à des réformes. Et donc là, on se retrouve à une réforme majeure qui va instaurer le bicamérisme, comme l'a si bien dit tout à l'heure Roland. Donc pour moi, faisons l'expérience. On a fait l'expérience de la conférence nationale. Et mieux, quand je prends les partis de l'opposition, ces partis ont demandé à plusieurs reprises des assises nationales. Les assises nationales, quand on doit la tenir, quand on doit tenir les assises nationales, qui sont les personnalités à inviter?
Ces personnalités-là vont discuter de quoi? Elles vont le faire pendant combien de jours? Entre le fait que vous ayez des assises nationales au cours desquelles vous puissiez discuter ne serait-ce que pendant 24 heures, 48 heures, et le fait que vous ayez désormais une institution à partir de laquelle vous soyez contraints de travailler ensemble, qu'est-ce qui aura plus de crédit aux yeux de nos compatriotes? Je sais et j'entends beaucoup dire oui, ils veulent encore toucher à notre loi fondamentale. Parce que depuis 1990, nous avons mis dans la conscience du peuple béninois que la loi fondamentale, on ne la touche pas. Nous avons mis ça dans notre tête. On a parlé d'une trêve politique. Et moi, j'ai eu un exemple palpable avant même que cette proposition ne soit peut-être votée. On a un témoignage palpant, ne serait-ce que pendant cette période-ci. Prenez Maître Renaud Agbodjo, qui se retrouve être le candidat désigné par l'opposition, le parti Les Démocrates. Quand il s'est retrouvé à ne pas continuer le processus avec l'honorable Jude Lodjou, parce que c'est la décision de la Cour constitutionnelle, reparcourez un peu le message qu'il a laissé au peuple béninois. Il dit, moi je me retire momentanément de la politique. Je vais maintenant m'intéresser à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. N'est-ce pas de la trêve politique? C'est de la trêve politique. À aucun moment il n'a dit qu'il se retire définitivement de la classe politique. À aucun moment il n'a dit qu'il se retire définitivement pour parler des questions politiques. Mais il se retire momentanément. Donc il fait une trêve. Parce qu'il a d'autres choses à faire. En dehors de la politique, il a un cabinet auquel il pourra se consacrer davantage. Et ce cabinet-là lui permettra de continuer par défendre l'orphelin, de continuer par défendre la veuve, de continuer par défendre le citoyen marginalisé. Mais justement, et donc, le projet de révision de cette la proposition, Constitution sur ce projet, oui, cette proposition qui impose aujourd'hui la révision de la Constitution, est-ce que le projet de révision respecte-t-il les garanties constitutionnelles de l'article 156 en voulant parler de la forme républicaine, de la laïcité et de l'intégrité territoriale? Vous savez, le Bénin est un pays extraordinaire. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, le Bénin est un pays extraordinaire. Et toutes les fois où nous nous retrouvons dans un tournant décisif, il y a toujours une leçon que nous donnons au reste du monde entier. Il y a quelques semaines, vous et moi, nous étions dans une crainte terrible. Quel serait le lendemain de la décision donnée par la Cour constitutionnelle? Dans quel état se retrouveront les citoyens béninois? Est-ce qu'on ne se retrouverait pas tous dans la rue en train de brûler des pneus, en train de saccager les infrastructures publiques? Autant de questions qu'on se posait. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes dans la sérénité totale. Nous sommes dans la sérénité totale. Depuis 1990, où on est en train de faire l'expérience du régime démocratique, aucun candidat de l'opposition n'a pu faire, par exemple, ce que Maître Renaud Agbodjo a pu faire. Et c'est la première fois qu'on est en train de faire l'expérience d'une année électorale. Et donc, une année électorale où il y a eu tellement de tensions, tout le monde se pose des questions sur l'avenir politique de notre pays. Et pourtant, nous sommes passés sans qu'il y ait une seule infrastructure brûlée. Ça, c'est le Bénin. Donc, je voudrais vous dire, tel qu'on est en train de porter, ou du moins, ces députés-là qui ont porté aujourd'hui, au nom de leur parti politique, cette proposition de loi de création du Sénat, c'est de la même manière qu'on va passer cette étape-là. On fera l'expérience. Si demain on se rend compte que ce n'est pas ce qu'il nous faut, si demain on se rend compte qu'on n'a plus besoin d'aller vers les sages de notre République pour les écouter, pour qu'ils orientent le mode, la politique de gouvernance de notre pays
on va encore se retrouver ensemble là où ces genres de décisions se prennent et proposer autre chose. C'est l'Assemblée nationale qui a reçu mandat de faire des propositions de loi. Donc, pour moi, le problème ne se pose pas. Roland Toney-Inkes, le projet de révision la proposition, c'est pas un projet. Voilà, la proposition de révision de constitution aujourd'hui respecte-t-elle les garanties constitutionnelles de l'article 156 selon vous? En termes de respect des garanties constitutionnelles, d'abord, je voudrais quand même préciser que un Sénat ne vaut pas une assise nationale. Parce qu'au cours des assises, d'une assise nationale, on donne la parole même aux derniers citoyens qui participent. Ici, nous avons juste un Sénat qui sera constitué des élites. Alors, les élites ont-ils la science infuse pour parler tout le temps au nom des peuples, des populations? Il y a un enseignant qui peut être au cours de d'une assise nationale, peut prendre la parole et dire ce qu'il pense, et ça pourrait faire... Ça pourrait impacter. Ça pourrait impacter, évidemment. Et donc, oui, un Sénat ne vaut pas une assise nationale. Encore que, je n'ai jamais partagé cette vision d'un camp politique qui pense qu'il faut aller à une assise nationale. J'ai toujours dit, le contexte de 2025 n'est pas le contexte, n'est pas similaire au contexte de 1989 où on a dû aller à la conférence nationale. Ceci étant, je voudrais quand même que nous puissions ensemble faire un exercice et voir aujourd'hui, chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Sénat, et d'abord la proposition de révision de la Constitution, écoutez, ce n'est pas que ça, de ça que parle cette proposition de révision. Parce que oui, si on ne fait pas attention, on risque de s'attarder sur la question du Sénat uniquement pour penser que oui, oui, on veut faire une révision de la Constitution et que c'est pour amener le Sénat. Il y a bien d'autres choses qui sont citées dans cette révision. Mais il y a beaucoup de décisions, on reviendra point par point là-dessus. Et donc, je voudrais que nous puissions aller au-delà du Sénat pour comprendre qu'il se suscite qu'avec l'avènement, en tout cas cette révision de la Constitution, l'opposition, en tout cas, l'opposition à un régime serait désormais difficile à proprement parler. Et je veux bien savoir si, d'abord, par exemple, le Sénat dont on parle, est-ce que le Sénat, quelles seraient les prérogatives de ce Sénat? Parce que quand je prends l'exemple de la France, par exemple, le Sénat a moins de pouvoir que l'Assemblée nationale. Est-ce que dans notre contexte aujourd'hui, et sachant très bien que nous faisons les choses mieux que les autres, et suivez mon regard, quand on parle de parrainage ici, nous avons amené le parrainage et on a voulu faire mieux que les autres. On sait ce que ça a entraîné. Donc, est-ce que ce Sénat, l'avènement de ce Sénat, aura des prérogatives moindres que le Parlement, ou bien ce Sénat sera d'abord même plus fort que le Parlement et même plus fort que l'exécutif? Donc, c'est autant de choses, de questions que moi... C'est d'ailleurs la polémique que cette proposition suscite au sein de l'opinion publique. Dès lors que nous n'avons pas les garanties, puisqu'il y a des drafts qui ont circulé, on a pu lire ce qu'on on peut lire, et tout le monde sait qu'après, il y a parfois des drafts qui circulent, on lit, et puis après, quand la loi est votée, on lit bien d'autres choses. Donc, moi, je ne vais pas m'attarder sur ça, j'attends de voir ce que ça va donner. Sauf que moi, je continue de dire, et c'est ma position, je l'assume, je le dis clairement, les acteurs politiques qui sont conviés à cette table auquel le Sénat désormais, je veux les écouter. Voulez-vous dire que cette révision peut-elle perçue comme un ajustement technique? Oui et non. Bon, ajustement technique au profit de qui, je ne sais pas. Donc peut-être que vous voulez me demander, je ne sais pas, ce serait vrai que ça peut être un ajustement technique au profit. Ou une manœuvre politique peut-être. De toute façon, vous avez dit ajustement technique, je préfère utiliser ajustement technique plutôt que de dire manœuvre politique parce qu'on risque de me coller autre chose. Donc ça peut être un ajustement technique, mais à quelle fin? À quelle fin? Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas les personnalités qui constituent qui vont constituer le Sénat qui en réalité importe pour moi. Ce qui importe pour moi, c'est l'utilité de ce Sénat dans le processus de développement de notre pays et parlant de la constitution et de l'exercice du pouvoir dans notre pays. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ce Sénat, l'avènement de ce Sénat permettra à ce que demain nous ayons des élections ouvertes, transparentes, libres à tout le monde, ou alors, puisque c'est en fait, vous pouvez être au Sénat jusqu'à 90 ans. Donc, ceux-là qui sont au Sénat, qui sont... parce que ailleurs, vous pouvez voir, hein, ailleurs dans d'autres pays, vous pouvez voir, dès lors que les gens ont une vision assez convaincue et sont fermes sur leur position, ont bien la tête sur les épaules, il peut prendre la parole pour dire, mais écoutez, je ne suis pas d'accord pour cette révision. Et moi, en tant qu'ancien chef d'état-major ou ancien président de la Cour constitutionnelle ou ancien président du Parlement, je ne suis pas d'accord et je ne siégerai pas dans ce Sénat.
C'est là que commence l'intégrité d'un homme politique. Mais je veux bien voir qui, parmi dans tout le lot, là, les anciens chefs d'état-major, qui va parler, qui va le dire. Non, parce qu'au fond, ça nous profite à nous tous. Donc, puisque ça nous profite à nous tous. Alors, je reste avec vous. Quelles sont alors les conséquences aujourd'hui d'une création du Sénat, deuxième chambre du Parlement? Non, j'ai bien dit. On ne peut pas dire qu'il y a conséquences ou avantages maintenant sans avoir la plénitude des tests devant soi pour apprécier. J'ai dit tout à l'heure qu'en France, le Sénat a moins de pouvoir que le Parlement. Si nous avons les tests devant nous et que nous avons la garantie que ce Sénat a moins de pouvoir que le Parlement, on peut comprendre que, bon, oui, ça peut être un organe consultatif. Dans le cas contraire? Dans le cas contraire, nous allons aviser. Hugues Hector Zogo, les mêmes questions pratiquement pour vous. Oui, je vais me permettre de faire rapidement lecture, je vais dire, des objectifs qui sont poursuivis. On dit que le Sénat aura pour rôle de concourir à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis de développement de la nation, de défense du territoire et de sécurité publique. À ce titre, il veille à la stabilité politique, la continuité de l'État et au débat politique contradictoire, constructif. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose qui gêne par rapport à cet objectif poursuivi par le Sénat? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a la question du terrorisme qui est une priorité pour notre État. Et donc, le Sénat, à partir de sa composition, pourra nous permettre de mieux repenser les questions liées au terrorisme, et c'est ça qui pourra nous permettre d'assurer l'intégrité de notre territoire. Quel citoyen ne serait pas fier que l'on assure l'intégrité de son territoire? Quel citoyen ne serait pas fier que l'on puisse travailler à un débat politique contradictoire, constructif? Un débat politique contradictoire, mais constructif. Combien de temps allons-nous prendre à pouvoir nous retrouver, à nous chamailler tout le temps, sans pouvoir faire des avancées significatives? Si vous voulez prendre la parole, que ce ne soit pas pour détruire l'image du chef de l'État, mais la parole que vous prenez, que ce soit dans la démarche de « je ne suis pas d'accord avec ce mode de gouvernance-là, et voici ce que je propose ». C'est ça un débat contradictoire, constructif. Est-ce que les personnalités qui ont siégé ou qui doivent siéger bientôt, si l'Assemblée nationale en arrivait à la proposition, de voir la proposition votée et qu'on arrive donc à réviser notre loi fondamentale, est-ce que de ces personnalités-là, il y en a qui n'ont pas été d'accord avec le mode de gouvernance de Patrice Talon, par exemple? Oui, et nous en connaissons, les noms sont là. Mais est-ce que ces personnalités prennent la peine de faire des propositions? La réponse aussi, c'est oui, nous en connaissons. Et donc, le fait de chercher à officialiser tout ça, est-ce que ça devrait poser problème? Je vais aller au-delà. On dit que le Sénat aura pour rôle de veiller à renforcer les libertés publiques, la qualité de la gestion des biens publics, l'unité et la concorde nationale en vue de développement humain équilibré et durable. Le développement humain équilibré et durable, ce développement qui a été de tout temps débattu au niveau du chant d'oiseaux. Vous avez vu le parterre de personnalités qui se sont retrouvées au chant d'oiseaux pour souhaiter qu'on puisse avoir un développement équilibré. Parce que on a le sentiment parfois que la zone méridionale de notre pays est prisée que la zone septentrionale. Et pourtant, le citoyen qui se retrouve à Karimama, il est béninois. Le citoyen qui se retrouve à Bembereke, il est béninois. Et vous pensez que ce Sénat viendra mettre un terme à ces injustices sociales? Ça viendra mettre un terme à ces injustices sociales. Ça viendra mettre un terme à ces injustices sociales. Pourquoi? Parce que désormais, on aura la possibilité de voir Thomas Boni Yayi, ancien président de la République, n'étant forcément pas d'accord avec son frère Patrice Talon, ensemble au cœur d'une même institution pour décider. Donc les acteurs politiques qui se sont retrouvés toujours alliés derrière Thomas Boni Yayi d'une part et Patrice Talon d'autre part seront obligés de se mettre ensemble pour discuter des questions d'unité nationale.
En quoi ça pose problème? Une dernière question, d'aucuns pensent Je n'ai pas que le fini. Sénat viendra Je vais répondre très rapidement. Le temps est parti. Le troisième élément qui est l'objectif poursuivi par le Sénat, c'est de veiller à renforcer les libertés publiques, la qualité de la gestion publique, l'unité et la concorde nationale en vue du développement équilibré. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi de pouvoir assumer la promotion des mœurs politiques conformes à la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation, de l'unité et de la cohésion nationale, du développement durable et de la paix sociale. À partir du moment où nous avons des voix dissonantes et nous avons des voix qui accompagnent le chef de l'État en exercice, la finalité ne peut qu'être que la lumière. À partir donc des échanges, on ne peut qu'avoir de la lumière. Donc, la question que vous posez, et qui peut-être reste assez voilée. Aujourd'hui que le Sénat sera au-dessus du Parlement. Oui, bien évidemment, il faut pas... Et que c'est une manière d'affaiblir les prérogatives du président de la République. Que répondez-vous? Quelle est votre lecture? Pour finir avec le sujet très rapidement. Ce n'est pas le Bénin qui a créé le Sénat. Le bicamérisme ne date pas du Bénin. L'expérience ne date pas du Bénin. L'expérience est ailleurs. Pour être encore plus précis, ce que vous voulez dire, c'est, oui, Patrice Talon, il a décidé de partir à la fin de son deuxième mandat constitutionnel. Mais se retrouvant désormais au Sénat, est-ce qu'il n'aura pas autant de privilèges? Pourquoi pas à la tête du Sénat? Allez-y, continuez. Pourquoi pas? Je souhaite même qu'il se retrouve à la tête du Sénat. Parce que c'est un chef d'État réfléchi. En très peu de temps, vous avez vu tout ce qu'il a pu offrir à notre pays. Quel Béninois n'est pas fier de voir autant d'infrastructures réalisées? Nous n'allons plus pas faire le bilan de la rupture sur ce plateau. Ce n'est pas le bilan de la rupture. Si vous voulez qu'on tape dans la fourmilière... Votre lecture. C'est la lecture que je partage avec vous. Si vous voulez qu'on tape dans la fourmilière, autant qu'on le fasse correctement. Allez-y. Ce qui gêne aujourd'hui, c'est la personnalité de Patrice Talon. Ce n'est pas autre chose. C'est le simple fait qu'on se dise, oui, Patrice Talon, il a fini son second mandat constitutionnel. Il a pris la décision de quitter le palais de la République. Mais pourquoi va-t-il encore mettre en place une autre institution et se retrouver à la tête du Sénat? Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de continuer par gérer le Bénin? C'est ce qui se dit. Et donc, si c'est cette crainte-là que vous avez... C'est pas moi, c'est l'opinion publique. Oui, allez-y. À l'opinion publique, je dis exactement ceci. Le Sénat, ce n'est pas une expérience mise en place par le Bénin. Roland a cité la France où le Sénat n'est pas au-dessus du Parlement. Mais il y a bien d'autres pays aussi où, a priori, le Sénat est au-dessus du Parlement. On a vu le Parlement qu'on a là. L'expérience est là. On a vu au niveau de ce Parlement-là des textes de loi qui ont été validés par la Cour constitutionnelle, promulgués par le chef de l'État. Et les députés à l'Assemblée nationale ont eu de mal à comprendre ces mêmes textes de loi. Laissez-moi finir. Les députés ont eu de mal, eux-mêmes, à comprendre ces textes de loi qu'ils ont votés. Ça pose un problème. Ça veut dire que quelque part, les textes de loi qui ont été votés à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu pour autant des personnalités susceptibles de dire attention, telle chose, voici ce que ça signifie. Désormais, avec autant d'hommes de droit au niveau de notre Sénat, on ne pourra plus connaître de ce genre de situation qui en réalité constitue une honte pour la nation béninoise. Maintenant, je vais rebondir sur la question de les élites n'ont forcément pas la science infuse et puis un Sénat ne vaut pas une assise nationale. Je ne l'ai pas dit, mais je trouve qu'un Sénat est au-dessus d'une assise nationale. Roland Tonneikes. Alors, la dernière question pour vous, oui, pour boucler je voudrais juste préciser que le Bénin n'a pas inventé le Sénat et le Bénin ne saurait inventer le Sénat, mais tout dépendra des attributions qu'on donne au Sénat. Parce que j'ai rappelé l'histoire du parrainage, nous n'avons pas inventé le parrainage, mais la manière dont nous exécutons, nous pratiquons le parrainage aujourd'hui, tout le monde est mieux placé pour apprécier aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas inventé le Sénat, tout dépendra des attributions
du Sénat qu'on donnera au Sénat, notre prochain Sénat constitué des élites et qui décideront à notre place. Mais je voulais rappeler quelque chose. Ce n'est pas parce que Boni Yayi siège au Sénat, ce n'est pas parce que Théodore Lo siège au Sénat, ce n'est pas parce que Robert Dossou siège au Sénat que, en fait, tout de go, nous avons l'unanimité pour faire passer les volontés de ces personnalités. Je suis heureux que Hugues ait cité ces personnalités en disant qu'il y en a parmi elles, qui n'étaient pas d'accord avec le régime et qui ont fait des propositions. À quel moment est-ce que ces propositions ont été prises en compte? Parlant de l'intégrité du territoire et parlant de sécurité, nous parlons des anciens chefs d'état-major, ils sont là. Alors s'ils sont là et que les problèmes que nous avons en termes de défense du territoire n'ont pas été réglés à 100%, et que peut-être on a l'impression qu'ils ne sont pas écoutés à 100%, ce n'est pas l'avènement d'un Sénat qui, tout de go, donne carte blanche pour que tout soit blanc et que tout soit réglé. Encore que, dans un Sénat, il y a un vote qui se fait, soit un vote à main levée, ou un vote, en tout cas si vous voulez, par bulletin, ou alors le consensus unanime. C'est trois types de processus par lesquels les sénateurs, en tout cas, les décisions sont prises. Donc, les projets de loi, propositions de loi, les résolutions, ils se prononcent. Donc, alors, si Boni Yayi siège au niveau du Sénat et que Théodore Olo est là, et que Robert Dossou est là, et qu'ils sont minoritaires, qu'est-ce qui passe? Donc, en réalité, c'est parce que ces personnes viennent au Sénat que de go, tout ce que le Sénat va tout le temps être d'accord sur ça. Il s'agira maintenant de voir qui a la majorité au sein de ce Sénat et dont les décisions peuvent passer. C'est en cela que je dis, je vais attendre que cette loi soit votée, avoir en face de moi la plénitude des tests et le contenu en même temps et voir dans la praticabilité de cette loi, qu'est-ce que cela importe pour le Bénin, positivement ou négativement, sinon qu'en réalité, ce que nous allons dire, nous allons faire que supputer et dire, oui, voilà, le Sénat est bon, il est ci, il est ça, les personnalités qui sont là. Non, il y a un processus de fonctionnement d'un Sénat dans tout pays et ce fonctionnement, le Bénin ne sera pas en marge de ce fonctionnement et les attributions nous permettront de situer clairement si en réalité ce serait un organe impératoire, qui aura plus de pouvoir, ou bien un organe consultatif en son temps. Maintenant, si les voix dissonantes dont on parle dans ce Sénat n'ont pas la majorité, écoutez, ils ont tôt, en tout cas, siégé dans ce Sénat, leur voix ne portera pas. Et la voix de la majorité portera. Et en ce temps-là, est-ce que ce sera profitable pour le peuple béninois? Est-ce que ce sera profitable pour le sojaculteur? Est-ce que ce sera profitable pour les émigrants? Est-ce que ce sera profitable pour le journaliste que je suis? La question reste posée. Nous allons poursuivre cette analyse avec un deuxième sujet. Nous restons dans le registre politique. Crise ouverte chez les démocrates, le parti de Boni Yayi au bord de l'implosion. Voilà le deuxième sujet à aborder qui fera une corrélation forcément avec le tout premier sujet. Nous démarrons avec vous, Roland Laurent Toneikes, la toute première question. Que révèle, selon vous, la démission des 6 députés LD, que dis-je, 7 depuis hier, avec Patrick Djivo, qui a également démissionné. Alors, que révèle, selon vous, ces démissions sur la cohésion interne du parti Les Démocrates? Je suis heureux que ce soit avec vous mardi dernier. Que quand on parlait avec Henri, il disait que ça renforce, la situation renforçait le parti. Il disait non, en réalité, ça fragilisait le pouvoir. Et donc, le parti Les Démocrates, malheureusement. Et donc, nous sommes en plein dedans. Et je me rappelle bien quand cette affaire de Sodino a commencé, où les gens parlaient, ils disaient non, laissez Sodino même, les motivations peuvent être ailleurs. Je l'ai répété. Voulez-vous dire que c'est la preuve que c'est non, mais écoutez, ce qui se passe là, les motivations de ce que Sodino avait fait, lui, il a porté le poids d'un groupe en réalité. Il a été peut-être le plus courageux pour dire, oui, je vais m'y mettre. Mais les motivations étaient bien ailleurs. Aujourd'hui, tous ces démissionnaires veulent jeter la pierre. C'est quoi les motivations? Les motivations, vous les connaîtrez, vous les connaissez déjà. Ça continue. D'ici quelques jours, vous connaîtrez toutes les motivations. Non, tout ce qu'on dit là, c'est encore même pas, c'est un épiphénomène. Il y a du loup qui arrive encore. Prenez date. Ce que je veux dire, c'est que les gens ont fait aujourd'hui de jeter la pierre à Boni Yayi. Il est mauvais, il n'est pas leader, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Mais ils oublient que c'est la popularité de Boni Yayi qui, à un moment donné, a contribué à leur élection en tant que député. Si on enlève Boni Yayi du jeu, je ne sais pas si quelqu'un parmi eux, certains parmi eux ont peut-être la carrière
d'être des personnalités politiques et d'avoir un parcours politique, mais il n'y en a pas mieux. Je veux bien savoir si même on les met dans une classe, ils peuvent être même responsables de classe, avant même de dire si c'est un chef quartier. Donc, au fond, aujourd'hui, les gens, ils ont fait une déclaration politique. Et ils ont dit que oui, écoutez, ils ne sont pas d'accord, il faut appeler à la paix. Je suis d'accord qu'au-delà de tout, il faut préserver la paix dans notre pays. Même si on ne se parle pas, même si on ne se comprend pas, trouvons les voies et moyens légaux pour aller se revoir les institutions. Même si à ce niveau aussi également, peut-être il y a des points d'interrogation. Mais je pense que au fond, les gens ont dit, quand ils ont fait leur déclaration, certains ont dit qu'ils ont démissionné et après ils sont montrés compte pour dire qu'ils n'ont jamais démissionné. Ça fait combien de jours? Ils sont revenus à la charge pour dire oui, ils partaient. Et puis l'autre dit qu'il ne veut plus être député une seule fois dans sa vie. Tout comme si, en démission du Parti démocrate, c'est qu'il a la garantie d'être positionné tête de liste quelque part pour être député. Donc, il y a tellement de choses. Vous êtes dans une fonction politique, ces problèmes se posent depuis des mois, depuis des années, vous n'avez jamais parlé. Vous n'avez jamais réagi. On a vu Patrick Divot, hein. Moi, la vidéo est encore là. Il y a quelques semaines en arrière, même moi, c'est lui qui nous montrait la salle informatique du Parti démocrate pour dire que même le jour des élections, même là, on aura les mêmes chiffres, on aura les informations. Mais il disait ça, hein, ça ne fait pas encore 3 mois. Hein. Avec vidéo, il était tout heureux, tout excité. Mais voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Alors, c'est encore sur ces problèmes-là que lui couvait ça, il disait à toute excité que le soir des élections, qu'il compte donnera. Non, les motivations sont bien ailleurs. Maintenant, écoutez, nous sommes en politique, je dis toujours, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, que dans ce pays, nous sommes dans une hypocrisie politique notoire qui ne dit pas son nom. Dès lors que nos intérêts sont en jeu, dès lors que peut-être nous créons les représailles, nous sommes prêts à couver ce qui est à couver et à continuer à dire ce que, ou parfois à ravaler nos vomissures. Et je vois ça chez beaucoup d'acteurs politiques et même beaucoup de citoyens, parce que oui, évidemment, l'intérêt est en jeu automatiquement. Et je me dis, oui, chaque citoyen... Voulez-vous dire à travers tous ces propos que c'est une stratégie d'affaiblissement du parti ou une crise de leadership au sein du parti? C'est eux qui ont été là avec Boni Yayi tout le temps pour nous dire... J'ai vu une publication de Constant Naoum le 1er juillet 2024. Allez lui sur Facebook. Sauf qu'il a peut-être s'il a déjà supprimé. Tellement il appréciait Boni Yayi. Et si lui va parler de leadership, je me pose des questions. C'est ce que je vous dis en fait. Est-ce que véritablement ce qu'on reproche à Boni Yayi aujourd'hui, c'est vraiment un problème de leadership ou bien en réalité c'est une question d'intérêt? Aujourd'hui, il y a une crise. Avouons-le, avec cette affaire de Yabodjo, Sodinou là, qu'on ne veuille pas, même s'il n'y avait pas de crise, c'est que c'est un élément qui pourrait amener une crise. Évidemment, parce qu'on a choisi quelqu'un pour qu'ils disent ne pas vouloir, c'est un problème. Mais je vais au-delà en disant oui, au fond, aujourd'hui, est-ce que c'est Boni Yayi le problème ou bien c'est nous, Béninois, le problème? Je suis tenté de dire, ce n'est pas Boni Yayi le problème, c'est nous, Béninois, le problème. Hugues Hector Zogo, la même question pour vous. Que révèle, selon vous, la démission ou les nombreuses démissions des députés du parti Les Démocrates sur la cohésion interne du principal parti de l'opposition? Je partirai déjà du fait que c'est de leur droit le plus absolu de pouvoir démissionner à partir du moment où ils ne partagent plus les mêmes idéaux que leur ancien parti politique, les démocrates. Mais quand on analyse un peu les faits, il y a un certain nombre de choses qu'on peut essayer de retenir comme bonne note. Ceux qui démissionnent aujourd'hui, quand même, prennent la parole et reconnaissent que le choix qui a été fait concernant Maître Renaud Agbodjo, qu'en réalité c'est le choix de la commission. Ça, c'est une très bonne note qui nous permet de dire toutes ces personnes-là qui ont traité le président Boni Yayi de régionaliste doivent pouvoir présenter des excuses au président Boni Yayi. Ou à défaut de le rencontrer pour lui présenter leurs excuses, demander pardon parce que c'est une question qui aurait pu mettre à feu notre pays. C'est une question très sensible.
On a tenté de faire croire à un moment précis, alors que le peuple béninois était dans la démarche d'avoir inéluctablement le parti Les Démocrates aux élections présidentielles de 2026, on a tenté inéluctablement de faire croire que Boni Yayi, l'ancien président de la République, a été la personnalité qui a imposé Maître Renaud Agbodjo au Conseil national. Ce qui est faux. Aujourd'hui, c'est de ces démissionnaires, en l'occurrence l'honorable Patrick Divo, et même l'honorable Naom, Il n'est pas député. pardon. Divo n'est pas député. Il s'est retrouvé colistier de Ricky Amadou. Exactement. Voilà. Au moins, leur honorabilité nous permet de comprendre ce qui a pu se passer. Et quand Roland dit que les raisons sont ailleurs, il a raison. Les raisons sont ailleurs. Sinon, quel était le but? De faire croire à tout le monde que, en fait, Boni Yayi imposait coûte que coûte Maître Renaud Agbodjo. Alors que vous saviez très bien qu'il y a un baromètre qui a été mis en place. Et qu'à partir de ce baromètre-là, il faut évaluer toutes les personnalités qui ont déposé leur dossier et qui ont postulé. Près de la quarantaine, était-il? Alors, si on a fini de faire le baromètre et on se rend compte que le meilleur, c'est-à-dire celui qui a obtenu plus de voix, c'est Maître Renaud Agbodjo, la démarche souhaite que l'on présente ce résultat-là au Conseil national. Pourquoi maintenant on a tenté de faire croire à tout le monde que oui, c'est Boni Yayi qui vient imposer son candidat? Parce que tout est parti de là. Tout est parti de là. Au point où les gens étaient suffisamment fâchés d'après l'ancien président Thomas Boni Yayi. Aujourd'hui, on a la vérité. Alors, seulement que de cette vérité, on l'a eue un peu en retard. Une stratégie d'affaiblissement du parti politique. C'est une stratégie d'affaiblissement du parti. Là, en fait, il y a eu un peu de naïveté. Vous vous rappelez, sur ce plateau, je disais, à un moment donné, il faut pouvoir taper du poing sur la table. Et la personnalité qui devrait le faire, c'était le président Boni Yayi. Je me dis, son cœur immaculé lui a joué des tours. Il a, peut-être, a priori, il s'est dit, oui, lui, il fait confiance en l'humain qu'il a en face de lui. Parce que ne l'oublions pas, il y a un côté religieux qui domine la personnalité du président Boni Yayi. Et donc, il considère l'autre comme une créature de Dieu. Et même si on est en politique où certaines personnes se permettent de dire que tous les coups sont permis, a priori, on peut se permettre de dire que le président Boni Yayi faisait confiance à sa troupe. Ou du moins, il faisait confiance à ces leaders-là qui travaillaient avec lui au sein du parti Les Démocrates. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est sa naïveté qui a conduit à ce résultat. Parce que les mêmes qui aujourd'hui sont en train de démissionner et qui n'auraient plus jamais eu la chance de toute leur vie d'être élus chef quartier. Responsable de classe. Bon, il dit responsable de classe. Responsable de classe même. C'est lui qui a... pas sérieux sur ce plateau. Non, c'est lui qui a permis à ce que ces personnes-là puissent se retrouver sur la liste du parti Les Démocrates et de briguer donc leur mandature à l'Assemblée nationale. Et subitement, il se retourne contre lui à un moment où le parti devrait rester plus soudé et affronter le pouvoir en place. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on a par exemple, hein, on a la proposition de création du Sénat. Justement. D'accord? On a cette proposition. Cette proposition ne peut pas passer. Aujourd'hui, laissez-moi vous poser quand même la question. Oui, allez-y. Aujourd'hui, avec cette démission des 6 députés et d'un autre poids lourd du Parti Les Démocrates, qui est Patrick Divo, dites-nous, Hugues Hector Il y a un autre Zogo, qui est dans la police qui ne veut pas encore s'afficher. Dites-nous, Hugues Hector Zogo, quelles seront les actions des membres du Parti Les Démocrates aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quand on sait qu'il y a une proposition de loi qui implique la révision de la Constitution béninoise? Mais écoutez, c'est un tapis rouge qui est dressé à la majorité présidentielle. C'est un tapis rouge qui est dressé à la majorité présidentielle. Seulement que
dès que la majorité présidentielle va atteindre ses objectifs, je voudrais dire à ces députés à l'Assemblée nationale qu'ils seront tous déçus. Ils seront déçus parce que leur démarche n'est pas une démarche de conviction. Quand vous écoutez des députés à l'Assemblée nationale dire « Moi, j'ai démissionné parce que je ne veux pas me retrouver exclusivement à un seul mandat électif en tant que député à l'Assemblée nationale », ça pose un problème éthique, ça pose un problème moral. Bonjour, maman. Rupture d'idéologie ou d'optimisme politique? Non, ce n'est pas une question d'optimisme politique. En fait, ils pensent un instant que du côté de la majorité, les gens ne se moquent pas d'eux. Mais écoutez, on est en politique, n'est-ce pas? Et en politique... Tous les coups sont permis, disent-on. Non, je ne voudrais même pas aller là. En politique, c'est l'addition qui a plus de valeur. Tout à fait. Aujourd'hui, la majorité présidentielle a besoin de plus de députés pour faire passer la proposition de loi de création du Sénat. Tout à fait. Et donc, c'est avec cœur joie que la majorité présidentielle serait là à pouvoir leur tapoter le dos pour leur dire de tout temps, oui, écoutez, ce que vous faites là, c'est une très bonne démarche. Hein. Venez, nous, on va former une famille politique, une bonne famille politique. On fera ci, on fera ça ensemble. Mais prenez date. Dès que cette proposition de loi passera à l'Assemblée nationale, ces intéressés, si jamais la proposition de loi passe à l'Assemblée nationale avant le dépôt des dossiers aux législatives, vous ne les verrez pas positionnés sur la liste pour les prochaines législatives. Ne soyez pas surpris. Roland Tonei-Kess, que peuvent les membres du parti Les Démocrates aujourd'hui avec la démission de ces 6 députés à l'Assemblée nationale pendant qu'une proposition de loi qui implique la révision de la Constitution béninoise est en cours? Alors, pour la survie d'abord du Parti des démocrates, je pense qu'aujourd'hui, le président Boni Yayi, qui semble être décrié par les démissionnaires ou ceux qui veulent lui jeter la pierre, je pense que la première des choses à faire, c'est que lui-même prenne la mesure de la situation et convoque au plus vite un conseil national et procède à l'élection d'un nouveau président du Parti des démocrates. Ça peut être un jeune qui va conduire les destins de son parti, puisque c'est lui, les gens le traitent de régionaliste de tous les noms, manque de leadership. Et donc, après, on saura que oui, le nouveau président, lui, a été élu par les membres qui restent tout au moins. Mais la deuxième chose, c'est que, évidemment, les 6 qui ont démissionné, on a suivi un peu le discours et ils ont pris d'assaut les plateaux de télévision tout le week-end. J'ai suivi quelques-uns, pas mieux. Mais aussitôt, je ne commence pas à suivre et puis je zappe parce que je ne trouve rien de convaincant dans leur démarche. Et je veux bien croire que dans leur sincérité, le jour où on va procéder au vote de la révision de la Constitution, je veux bien voir si ce qu'ils disent là, en réalité, ce n'est que lié à leur parti politique ou alors en réalité, ils sont bien en mission et qu'ils veulent nous berner. Ce que je retiens de tout ça, c'est que, écoutez, Carole Laye, aujourd'hui, le peuple retient son souffle par rapport à cette affaire de révision de la Constitution et par rapport à cette affaire de démission. On comprend clairement aujourd'hui que le verre est bien dans le fruit et qu'il y a longtemps que les gens, par leur méchanceté politique, faisaient peut-être double jeu avec Boni Yayi et tout le parti politique et attendaient le moment pour se dévoiler. Ils se dévoilent là, malheureusement. Mais ce que je retiens, c'est que soit cette loi passe maintenant, ou soit ça passera. Et demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Là, maintenant, les démissionnaires, c'est tellement s'ils donnent caution à la mouvance présidentielle, la révision va passer comme une lettre à la poste. S'ils ne le font pas... Mais n'est-ce pas l'objectif? Attendez, s'ils ne le font pas... Selon vous? Oui, mais vous savez, non, je ne peux pas dire que c'est... Parce que eux, quand ils sont allés parler, ils ont dit autre chose, ils n'ont pas dit qu'ils ont... Justement, ils parlaient de crise interne. Oui, mais à aucun moment, ils nous ont dit que l'objectif, c'est aller renforcer la mouvance pour voter une révision. Ils n'ont jamais dit. Donc, pour moi, leur démission, pour le moment là, je m'en tiens à ce qu'ils disent de leur propre bouche, du manque de leadership. Et au cas où maintenant, après, non, c'est à eux. Ils iront du côté de la mouvance. Nous allons tous constater et aviser, cher Carole Laye. Mais ce que je dis, c'est que s'ils ne le font pas maintenant, si ça ne passe pas maintenant, c'est fort plausible que ça passe avant la présidentielle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, déjà, vous voyez... Ce qui s'est passé dès l'histoire de Sodjinou, Renaud Agbodjo,
ça contribue davantage à affaiblir le parti. Vous avez bien fait de poser la question. Parce que vous allez voir que aussitôt que les dossiers de candidature pour les communales ont été déposés, on a vu des gens se lever pour dire non, ils ne sont pas d'accord, il y a trucage de la liste, il y a ci, il y a ça. Et puis on voit tous les candidats d'une commune, je crois, c'est Mekodi, qui disent non, ils se retirent, tout ça là. Alors que la loi dit, dès lors que une candidature a des problèmes, on ne peut plus remplacer. Donc la loi, la liste est invalidée. Et si, évidemment, pour les législatives encore, le parti dépose la liste et que 2-3 personnes se lèvent pour dire non, on n'est pas d'accord et qu'il y a un problème, que la liste est invalidée et que le parti ne va pas aux élections et que la majorité la mouvance à la majorité, c'est que si la loi n'est pas votée, alors en son temps, avant que Patrice Talon ne parte, ils vont voter. Donc aujourd'hui, ce n'est pas... en réalité, nos discours qui vont changer quelque chose. Soit ça passe maintenant, et on verra. De toute façon, cette fois-ci, ça nous permet de juger, en tout cas, de la sincérité de nos vaillants députés démissionnaires. On verra bien. Le temps nous donnera raison. Hugues Hector Zogo, quels sont concrètement les impacts de ces démissions sur la crédibilité du parti, les démocrates, auprès de l'opinion publique? Non, ce n'est pas la démission de ces députés à l'Assemblée nationale qui concéderait ou non la crédibilité du parti d'opposition, les démocrates. Tout le monde connaît de quoi est fait ce parti politique. Le parti, pendant plusieurs années, a travaillé, a décrié donc, le mot de gouvernance de Patrice Talon. Le parti est resté constant depuis plusieurs années. Donc ces démissions aujourd'hui, en cette période précise, ne sont pas anodines? Est-ce que c'est anodin ce qui se fait aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas. La démarche est plus personnelle. Ce n'est pas une démarche liée au parti. Ce n'est pas une démarche liée à la vie du parti. Ce n'est pas le parti politique qui, en l'état, veut peut-être accompagner le pouvoir en place à travers un certain nombre de réformes. D'ailleurs, on a suivi, même si je trouve que ce n'est pas de manière formelle ou officielle, le secrétaire porte-parole du parti, l'honorable Guy Dossou-Mitope, qui a clairement signifié qu'en réalité, le parti n'est pas dans une démarche d'accompagner quelconque proposition de révision de la Constitution. Ça, c'est un cadre du parti qui prend la parole et c'est souvent lui qui prend la parole au nom du parti. Donc, on peut se permettre de dire que la position du parti, voilà, la position du parti, c'est de ne pas pouvoir accompagner le pouvoir en place. Maintenant, il y a d'autres députés qui siègent encore à l'Assemblée nationale au nom du parti. Tout à fait. Est-ce que le moment viendra? Parce que dans sa prise de parole, il disait qu'en l'état. Donc ça voudrait dire que les discussions pourraient se poursuivre au point où le parti se sente en sécurité pour dire oui, cette proposition de loi qui se retrouve désormais au niveau de la commission des lois, nous, après l'avoir analysé, après l'avoir étudié, nous avons fait des propositions qui vont être prises en compte, tout ça. Et donc, on va accompagner la proposition de révision de la Constitution. Donc, on attend de voir quelle sera de manière formelle la démarche du parti. Mais je dis d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on fasse aujourd'hui, le parti Les Démocrates, c'est un parti qui a du crédit aux yeux des citoyens béninois. Ne nous leurrons pas. Alors, une dernière question pour finir complètement. Quel message ces événements envoient-ils à la communauté internationale, surtout sur la vitalité démocratique au Bénin? Le message est assez clair. C'est que la classe politique donne raison aujourd'hui à Patrice Talon. En quoi? Voilà. Aujourd'hui, il faut comprendre que la classe politique qu'on a au Bénin, c'est une classe qu'il faut renouveler. C'est une ancienne classe politique, mais malheureusement pourrie. C'est une ancienne classe politique qui, malheureusement, ne porte pas les germes de la vertu. Patrice Talon, depuis qu'il a été installé, président de la République, est en train de travailler pour renouveler la classe politique de notre pays. Et donc, je me dis, les jeunes aujourd'hui qui sont en train d'aller vers la politique, les jeunes cadres, parce que ce n'est pas n'importe quel jeune qui se retrouve aujourd'hui à faire de la politique avec Patrice Talon,
c'est des cadres, c'est des personnes ayant de profils adéquats. Donc pour moi, il faut qu'on aille vers de nouveaux types de politiciens dans notre pays. Et l'international va saluer le mérite de ce travail qui est fait après qu'on ait procédé à la révision de la Constitution et qu'on ait installé le Sénat. Roland, la même question pour vous. Le message que le Bénin envoie à la communauté internationale, écoutez, faites pour vous là-bas, on fait pour nous ici. et puis, vous constatez que nous nous inspirons de vous et nous voulons faire mieux que vous ou pire que vous. Donc, de toute façon, oui, mieux ou pire. L'un dans l'autre, ça dépend de la position de chacun. Mais n'oubliez pas, il y a le professeur Honorat Agassi qui a mis en place depuis 1993 l'Institut de développement et d'échange endogène. Oui, il a souhaité que nous puissions régler... IDEA qui est aujourd'hui en ruine, je voudrais que les autorités se penchent sur ça. Évidemment. Il a souhaité que nous puissions... Et c'est le père de la sociologie, anthropologie au Bénin. Nous puissions régler nos problèmes de manière endogène. Non. Bon, est-ce que le Sénat est une réponse endogène? Vous n'avez pas vu qu'il y a le docteur... Non, vous laissez-moi parler. Le Sénat n'est pas une réponse endogène à nos problèmes. Et le renouvellement de notre classe politique ne veut pas dire avènement du Sénat. Mais vous n'avez pas remarqué que de manière endogène, on a repensé à la question du Sénat chez nous. La manière dont le Sénat se présente ailleurs, c'est pas ce qui se présente chez nous. Nous passons directement à la dernière rubrique de cette émission. La plus décalée, c'est tout de suite.